Bonjour à tous, on va continuer en français. Ok, partage d'écran. Super. Donc aujourd'hui, je suis là pour parler d'injection de dépendance. Donc le but, c'est de démystifier la chose, d'accord, dans un premier temps, et d'essayer de pousser au loin le bouchon parce que beaucoup l'utilisent en Angular, mais beaucoup ne savent pas en réalité qu'est-ce qui se cache derrière et quelles sont les subtilités, d'accord, de cette injection de dépendance. Donc, Wyatt a déjà fait la présentation. Tout ce que je vais rajouter, c'est que je maintiens deux blogs, à savoir angulardev.fr et ionicdev.fr. Le but, c'est de vulgariser la connaissance. Et donc, moi, j'aime beaucoup partager. Tout ce que je vois, je partage. Si ça peut servir ou pas, donc c'est déjà bien. Je fais du mentorat à Open Classrooms. Donc, ça, c'est une activité à temps partiel pour permettre à d'autres étudiants, ou même parfois des personnes en reconversion, hein, de pouvoir prendre le métier, de l'aimer. Et je suis formateur également. Donc, pour me joindre, il y a Twitter et GitHub et sur LinkedIn également. D'accord, sur LinkedIn, c'est mon nom, hein, Ezekiel Amen Abouaye, vous allez me retrouver, c'est sûr. Il n'y a pas deux, je pense. Donc, à propos du livre, le livre, c'est pour apprendre le TDD, d'accord, quelque chose qui est tendance maintenant depuis quelques années. Et j'ai eu l'opportunité avec Pacte pour d'écrire ce livre l'année passée qui est sorti cette année en octobre. Donc, c'est quatre grandes parties, hein. J'aborde le TDD dans sa généralité, ensuite comment écrire des tests unitaires, tests end-to-end, et pour finir, un peu de CICD avec GitHub Actions. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc, quand on parle déjà d'injection de dépendance, de quoi s'agit-il? Parce que moi, j'aime bien partir d'une historique problématique et après, on verra la solution. Donc, l'injection de dépendance, qui est appelée en anglais dependency injection, c'est un principe de conception en programmation qui vise à inverser le contrôle sur la création d'objets. Donc, généralement, pour pouvoir créer un objet, on passe par le constructeur, new, suivant le langage et tout. Et parfois, ça amène des complexités, d'accord, qui ne permettent pas d'avoir un code flexible. Donc, lui, son but, c'est de bypasser ce process classique-là et d'introduire une façon de faire. Donc, au lieu de créer directement les objets dans une classe, on crée des dépendances. Donc, ici, on ne parlera pas d'objets de classe, mais on parlera de dépendances et avec le mot, mais le verbe injecter. Vous allez souvent entendre injecter, injection. Donc, c'est pour montrer que ce n'est pas la création classique, d'accord, de l'objet. Quelle est l'idée, d'accord, derrière cette façon de faire? Parce qu'il faut une pertinence dans tout ce qu'on fait. Déjà, une classe définit ce dont elle a besoin. En gros, lorsque je décide d'utiliser l'objet d'une autre classe, la classe A qui va utiliser cet objet-là n'est plus en mesure, n'a pas besoin de savoir tout ce que la classe B contient en fait. Donc, est-ce qu'elle a tel nombre d'attributs et tout ça, ça ne l'intéresse pas. Tout ce qui sait, c'est qu'il a besoin de cette classe pour que son fonctionnement soit correct. Ensuite, il y a un autre concept qui entre en jeu ici, et c'est là que je vais beaucoup mettre l'accent, c'est le conteneur d'injection. Donc ici, quand on explique le principe, on vous montre un constructeur avec un objet à l'intérieur et tout, mais derrière, c'est un gros algorithme derrière, d'accord, qui permet de gérer cette injection-là et qui permet également de charger, de fournir plutôt les dépendances à la classe lors de sa création. Donc, tout ce qui est là se passe surtout lors de l'exécution de votre code, quoi. Donc, en time. Là, je vous montre un bout de code, d'accord, pour ceux qui font un peu de l'apéro. Hein. Donc, là, j'ai une classe standard qui est en haut et qui a besoin de l'objet engine, d'accord. Donc, de façon standard, classique, on fait new engine, que ce soit du Java, TypeScript, tout ce que vous voulez. C'est pas le but ici, c'est juste comprendre le procédé. Et ici, lorsque je mets en place cette injection de dépendance, d'accord, je passe par un constructeur et là, vous voyez que je ne fais pas new engine. Donc, la classe K ne s'intéresse pas à ce que contient concrètement la classe engine comme attribut et tout ça. Ne s'intéresse pas. Tout ce qui sait, c'est que lui, il a besoin d'un engine, d'un moteur. Donc, quand tu crées ta voiture, tu veux un moteur, tout simplement. Donc, déjà, en termes de complexité, d'accord, c'est réduite parce qu'ici, on a une grosse abstraction de ce que la classe engine peut contenir. Si demain, cette classe engine
a 10 000 attributs de classe, la classe K, lui, il s'en fout, hein, littéralement. Quoi. Bref. Donc, j'ai montré tout à l'heure ce que c'est que l'injection de dépendance et tout ça. Et là, je vais aborder la pertinence. Pourquoi il faut le faire? Parce qu'aujourd'hui, parce que tous les frameworks, d'accord, l'implémentent, hein, Back, Front, Spring, Angular, tout le monde essaye d'aller vers ce sens. Première des choses, couplage faible. Parce que là, quand tu fais new, après, quand tu as 10 000 attributs de classe, franchement, tu t'en sors plus. À chaque fois, il faut passer par super, parce que tu as l'héritage et tout ça. Il faut passer par super, rappeler les attributs de classe, tout ça. C'est beaucoup plus de complexité. Donc ici, une classe ne sait pas comment créer cette dépendance. Donc, tout ce que la classe a, c'est que je veux utiliser la classe B, j'injecte la classe B, tout simplement. Autre chose, cela facilite les tests unitaires. Donc, ça, c'est en relation avec mon livre en griffe. Donc, ceci, c'est que quand on fait les classes unitaires, parfois, on a tendance à créer des mots et des stubs. Donc, si le mot que vous voulez créer, c'est carrément tout un objet d'une classe, vous allez devoir faire new et remplir tous les attributs. Or, parfois, on veut juste la représentation, le patron, d'accord, de la classe qu'on veut injecter. Donc, du coup, lorsque vous passez par l'injection de dépendance, vos classes sont réutilisables et la maintenance est vraiment moins coûteuse. Modularité. Donc, les classes sont plus petites, plus focalisées, plus faciles à comprendre. Vous respectez de plus en plus le principe de single responsibility dans le principe solide. Et vous facilitez la réutilisation. Donc, don't repeat yourself, qu'on le dit tous les jours. Donc, du coup, on n'a pas à dupliquer du code. Franchement, ça évite tout ce bazar-là. Autre avantage, autre pertinence, c'est la configuration. Donc, chaque framework a son système d'injection. Donc, il ne faut pas penser que quand on injecte le service ou la classe, que c'est natif au langage et tout ça. Non, c'est le framework qui met en place ce cadre-là, qui permet aux développeurs, d'accord, d'utiliser cette technique d'injection et dépendance, et surtout, suivant l'environnement. Parce qu'en Angular, par exemple, on a un fichier d'environnement, prod, dev, et tu peux créer 10 000 fichiers. Et à travers la configuration de ton app, tu peux décider de quelle classe ou bien de quel service tu appelles tel environnement. D'accord, sans te casser la tête. L'inversion de contrôle. Donc, il y a beaucoup qui confondent injection de dépendance et inversion de contrôle. L'inversion de contrôle, c'est la classe mère. Donc, quand je fais de ADI, c'est dans l'IOC. D'accord, donc c'est une forme d'IOC qui permet justement de découpler les classes et de faire abstraction de tout ce qui est création d'objets. Donc tout ça, on délègue ça à l'injecteur qui est un conteneur externe. Donc tout ça, c'est bien beau, hein, c'est beaucoup de tests et tout, je sais. Mais c'est pour qu'on puisse demain, si on vous demande quelle est la pertinence d'utiliser de la DI dans votre application, que vous sachiez exactement ce que vous devez dire. Là, je vais passer au dernier point qui est la testabilité. Donc, je parlais tout à l'heure des mots, des stubs et tout ça. Donc, moi, j'en fais beaucoup en Angular quand j'écris les tests unitaires. Et j'imagine que si j'ai des modèles qui sont des classes, par exemple, et qu'à chaque fois, je vais devoir créer des new d'objets pour tout ce qui est mots, qui est stub et tout ce qui est dépendance, ça sera galère. Donc, heureusement que dans Angular, on a les providers, les services, tout ça qui sont injectables et qui nous permet juste, d'accord, de définir quelques interfaces, quelques propriétés qu'on utilise dans nos applications pour les tests. À présent, tout ce que je viens de montrer, c'est global, hein, peu importe le framework, front, back, Spring et tout ça, c'est général. Et ici, je vais bien mettre l'accent sur Angular. Comment Angular implémente-t-il son injection de dépendance? Donc ici, le conteneur qui s'occupe de l'injection s'appelle injector. Donc pour ceux qui font du Angular déjà, vous allez souvent voir injecteur. Ne soyez pas surpris, c'est lui qui s'occupe de tout ça. D'accord. Donc son rôle, c'est très simple. C'est résoudre les dépendances. Donc j'ai une dépendance A dans une classe ou un composant B. Son but, c'est de résoudre ça. Permet de stocker une dépendance requise si la dépendance existe, parce qu'il est très intelligent. Tout à l'heure, je vais vous montrer le code derrière cet injecteur-là. Si la dépendance existe, il ne va pas créer. Son but n'est pas d'être gourmand ou de créer 10 000 fois la même chose. Si ça existe, il prend un consommateur. Si ça n'existe pas, il crée une nouvelle instance. Donc, il est très intelligent. D'accord.
Et chaque dépendance à l'intérieur de l'injecteur a un singleton. D'accord. Donc, souvent en Angular, quand on parle de DI, de service, on parle de design pattern singleton. Ça peut dire que le service est créé une seule fois en mémoire au niveau du navigateur. C'est ça le singleton. Super. Donc, là, c'est un exemple de code de comment créer un service classique en Angular. Et là, j'ai une classe avec une méthode. Et ici, j'ai mon composant qui va l'utiliser. Très bien. Donc, ça, c'est ce qu'on fait d'habitude. Et là, c'est l'injecteur. Donc, l'injecteur, tout à l'heure, je l'ai dit, c'est un conteneur, en fait. Donc, il faut imaginer qu'on a un tableau de provider qui doit contenir tous les services de votre application. Peu importe à quel moment vous l'avez déclaré ou pas, il contient tout ça. Donc, si le service existe, il va vous retourner. S'il n'existe pas, vous aurez une erreur. Généralement, on a l'erreur nul injecteur quand on essaie d'atteindre un service qui n'existe pas. Ou sinon, il vous retourne tout simplement l'instance. Donc, c'est ce bout de code-là qui constitue la puissance justement d'injection en Angular. D'accord. Je ne dirais pas que c'est exactement ce qui se passe, mais c'est une représentation pour que vous ayez au moins une idée de ce qui se cache derrière l'injecteur. Super. Et enfin, lors de l'exécution. Donc, là, on est dans la PO. Donc, on crée un injecteur. On lui envoie le tableau de dépendance, le service. Et au niveau du composant, quand je fais public service de point service, qu'est-ce qui se passe à la compilation? C'est-à-dire que le composant, il va créer une instance et à travers l'injecteur, il va essayer de récupérer le service. Donc, le composant, lui, ce que le service contient comme information, attribut, tout ça, ça n'intéresse pas. Tout ce qui l'intéresse, c'est la méthode qui est là. Donc, il récupère son instance. Si ça existe, comme tout à l'heure, il va lui renvoyer. Si ça n'existe pas, il va lui créer une nouvelle instance. Et ensuite, le composant facilement a accès à ce service, tout simplement. Donc, si mon service a n paramètres en attribut, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les méthodes ou les attributs publics dans mon service. À présent, on va parler de l'hierarchie des injecteurs. Parce qu'en Angular, il y a plusieurs niveaux d'injection. Et ça, c'est important de le savoir. Parce que lorsqu'on débute avec le framework, on est trop focalisé sur créer des services, consommer des services, mais on ne sait pas si on crée le service au bon moment et au bon endroit. Et c'est ça qui amène de la performance, de l'optimisation dans l'utilisation des frameworks. Donc, moi, je résume tout ça dans ce schéma. Ce schéma, c'est l'arborescence, c'est-à-dire le cycle de vie, lorsqu'on demande d'avoir accès à un service. Lorsque le composant demande l'accès au service, le système d'injection, il va demander d'abord, il va vérifier si dans le composant, j'ai le service déclaré. Et c'est là le tableau provider qu'on a dans le composant Angular au niveau du composant. Si le composant n'a pas, il va demander à son parent. Parce que en Angular, parfois, on a un composant parent qui, en son sein, a un composant enfant. Donc, je peux appeler composant d'un composant. Si l'enfant n'a pas le service, il va remonter au parent. Si le parent n'a pas, il va remonter App Component, c'est le point d'entrée de l'application en Angular. Si App Component n'a pas, il viendra au niveau de l'environnement injecteur. Donc ici, l'environnement injecteur, c'est quoi? Si vous êtes dans une application ng module qui, depuis Angular 17, est passé en relégation, il joue dans la division 2 maintenant, vous allez avoir le module, d'accord, où vous pouvez déclarer vos services. Sinon, aujourd'hui, on peut injecter un service à travers le routing. Donc, bien sûr, j'ai un fichier de route. Quand je veux passer d'un composant à un autre, d'une page à une autre, je peux injecter le service. Donc là, c'est l'environnement. D'accord. Au niveau de l'environnement route, donc s'il ne trouve pas ici, il va basculer au niveau du route. C'est l'environnement supérieur. D'accord. L'environnement route, c'est là où vous avez plateforme ou quand on met provide in plutôt route dans le service. D'accord. Donc, quand vous mettez route, c'est que d'office, le service est disponible pour tout le monde. Mais lorsque vous indiquez la plateforme, et là également, c'est tout un, je dirais, c'est une masterclass, c'est un peu la plateforme d'Angular. On a la plateforme browser, on a serveur et on a mobile. Donc, suivant la cible de votre plateforme, il saura quand est-ce qu'il faut injecter le service. Donc, je peux décider de construire une application Angular pour le web qui a un comportement différent quand je suis sur le serveur, quand je fais du SSR, ou quand je suis sur du mobile.
Et là, avec le service, si je veux optimiser mon application, je décide de quel moment ce service est injecté. Est-ce que c'est dans le browser? Par défaut, c'est du browser on a. Ou est-ce que je vais passer dans du serveur ou du mobile? Et enfin, le plus grand parmi eux, c'est lui, le nul injecteur. Il est nul, mais c'est le parent. Parce que si le service n'existe pas, vous aurez souvent des erreurs comme ça. Nul injecteur, c'est-à-dire que le service que vous avez voulu injecter n'existe pas. Donc, gardez ça à l'esprit, parce qu'en entretien, on pose souvent la question de savoir quel est le niveau d'injection le plus high. Les gens s'arrêtent à environnement route. Non, ce n'est pas le route, c'est nul injecteur. Super. J'évolue. Cette fois-ci, je vais parler, c'est vrai que le francophone, il traduit mal. Là, c'est les modifier resolution. En gros, les modificateurs de résolution. Quand je le dis ainsi, vous n'allez pas comprendre. Mais c'est des choses que si vous faites du Angular, vous allez savoir de quoi je parle. Ce sont ces décorateurs-là. Optional, Safe, Skype, Safe. Donc, eux, ils permettent de décider de comment vous voulez injecter votre dépendance. Parce que parfois, dans les applications, le service n'est pas encore défini. Mais je veux utiliser mon composant. Ça, je l'ai eu dans pas mal d'applications déjà. Et là, pour pouvoir bypasser, je prends un très simple. Si vous utilisez Angular Material, vous allez peut-être connaître CDK Dialog qui permet de créer des modales au fait. Donc, parfois, les informations qu'on me fait passer à la modale, ce n'est pas des trucs qu'on connaît, mais on veut injecter le dialogue. Donc, du coup, si le service n'existe pas, passe par optionnel, ça veut dire je peux démarrer le composant et après, si la dépendance n'existe pas, ça reste pas bloquant, tout simplement. Je fais du self. Donc là, c'est que Angular recherche uniquement dans l'injecteur d'éléments du composant. D'accord. Donc, ce qui veut dire que ici, dans ce cas-ci, vous devez avoir un provider, un tableau de provider dans vos composants ou bien là où vous voulez utiliser votre composant avec les services. D'accord. S'il y a une erreur, vous aurez notre forme. On n'a pas trouvé. Step self, c'est justement l'inverse de self. Ici, il va commencer à rechercher par rapport aux parents. Donc, il va commencer parents et monter graduellement. Après ça, nous avons le host. Le host, lui, je ne l'ai pas encore utilisé, mais il m'a l'air pertinent. Pourquoi? Parce que là, il décide de restreindre le champ de recherche du service. En fait, lorsque l'application est petite, on ne se rend pas compte de la performance, d'accord, qu'on exploite pour le projet. Mais lorsque vous travaillez sur de grosses applications, parfois, vous avez besoin de retrouver rapidement le service quand il le faut. Donc, avec le host ici, on réduit le champ. On sait que d'office, d'accord, il va se trouver soit dans la directive, comme exemple là, d'accord, ou dans le parent. Parce que le host ici en Angular, c'est quoi? C'est juste le tag là. Hein. C'est le tag du composant là. Donc, le host se limite à celui-ci. Donc, si votre service que vous essayez d'injecter n'est pas dans cette arborescence-là, il ne va pas démarrer. D'accord. Et il y a le view provider. Ça, c'est très récent. D'accord. C'est qu'aujourd'hui, on peut décider, d'accord, d'injecter des services uniquement lorsque le templating il est rendu. Donc, ce n'est pas le provider classique. Ici, c'est lorsque j'ai mon composant que je veux rendre, je décide alors d'enclencher le service. D'accord. Mais il ne prend pas en compte la projection de contenu. Donc, si vous faites du ng content, celui-ci, il ne va pas pouvoir accéder au service. Je vais maintenant parler des dependency providers, comme on appelle les fournisseurs de dépendance en Angular. D'accord. Donc, c'est eux qui décident de comment créer une instance, tout simplement. Donc, c'est ça leur rôle. Ils fournissent la dépendance. Ici, on a 4 types de providers qui est très, très important à connaître. C'est class provider, alias, factory et value. D'accord. Quand vous prenez le code source des librairies, des bibliothèques basées sur Angular, vous allez beaucoup voir des manipulations. Si vous créez des composants réutilisables sur les formulaires et autres, avec du control value accessor, des trucs comme ça, vous serez beaucoup amené à utiliser des choses comme ça, ou comme si vous faites les tests unitaires et tout ça. Donc, moi, le but, c'est de vulgariser ça. Je vais commencer par class provider. Donc, c'est très simple. J'ai mon tableau de provider. Je lui envoie le token, le provider que je veux, c'est-à-dire un service qui existe déjà.
Et je lui dis, au lieu que tu utilises ce service logger qui existe, je veux plutôt que tu utilises la classe TimeLogger. D'accord. Donc, lui, c'est le service de base, mais je ne veux pas l'utiliser directement. Je veux utiliser useClass, je veux utiliser notre classe. D'accord. Ceci me permet également de faire mes tests. Parce que quand je suis en test unitaire et que je vais tester le service et tout, je ne vais pas taper directement sur les API. Non, sinon je risque de créer des données fictives dans la base de données. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est d'avoir ma classe mock, d'accord, qui reprend les méthodes de mon service de base et de me pointer sur cette classe-là, tout simplement. Ensuite, on a l'alias provider. Donc là, c'est qu'il y a un service qui existait, d'accord, et je veux réutiliser. Mais il faut que ce service-là, déjà, soit déclaré. Donc, si ce n'est pas déclaré, vous tentez d'accéder à ça, vous aurez une erreur. Donc là, le mot-clé à retenir, c'est use existing. J'utilise un service qui existe. Après ça, j'ai le factory provider. Donc ça monte d'un cran. D'accord. Pour l'utiliser, il faut vraiment être dans le bon contexte. Je me suis amusé à faire un test technique il y a quelques temps et c'était ça la solution. Heureusement que je l'ai trouvé. Donc ici, c'est carrément une méthode qui décide en fonction d'autres paramètres de ce qui sera retourné quand je me branche sur mon service. Donc ici, le service c'est Secret Message Service. Et lui, il va me retourner une instance, d'accord, de ce service-là. Mais pour que j'ai les bonnes informations, il me faut d'autres services en dépendance. Donc, logger et autres services sont des dépendances. Lorsqu'un service dépend d'un autre service et que je ne veux pas faire des gymnastiques, c'est-à-dire créer, appeler un service, attendre et faire tout, je peux dynamiser ça via le use factory. Comme son nom l'indique, c'est une factory. Ça veut dire que ça crée des choses, d'accord? Et là, voici la syntaxe. Et je dois indiquer les dépendances. Ça, c'est une façon de faire. Parce qu'aujourd'hui, Angular a tellement évolué que plus on évolue, plus il simplifie les choses. La seconde façon de faire, c'est celle-ci. Donc ici, je passe par l'injecteur. Donc j'ai un conteneur qui me fait l'injection. La sécurité ici, c'est que si getInjector me retourne des informations disant que logger et autres n'existent pas, d'accord, mon service ne va pas se lancer. Donc j'aurai une erreur déjà à l'exécution. Donc ceci, c'est une autre façon de faire pour se rassurer que effectivement le service a été injecté. Je pense que j'ai un troisième exemple. Cet exemple, par exemple, c'est, je me répète, désolé. Donc ici, j'ai l'app config qui est le token, d'accord, de base de la configuration du projet Angular. J'ai mon service et le but, comme je vous l'ai dit, suivant l'environnement, je peux décider de ce que je renvoie. Donc si je suis en mode test, je renvoie le mock. Sinon, je tape directement sur le service API. Je vais accélérer. Hein. Et là, j'ai du value provider. Donc, c'est pour vous dire que je peux décider de mettre des valeurs en dur quand je fais appel à un service. Mais pour faire ça, il faut passer par le token AppConfig. Donc, ça, c'est un exemple de token, d'accord, dont je vais parler après. Mais sachez que dans le provider du service, au niveau de use value, je peux décider d'indiquer les données, mon JSON classique, pourvu que ça respecte le type de celui-ci. Donc, ça me permet de faire en même temps l'introduction sur l'injection de token, qui sera, je pense, la dernière partie de la présentation. Donc, je reprends l'exemple de départ que j'ai montré précédemment. Et là, j'ai l'interface AppConfig qui contient test-env pour les 1. Et voilà comment je crée le token. Donc, ça, c'est un token que je peux utiliser, d'accord, qui sera mon provide. Et ensuite, je décide de ce que j'en fais. Donc, ici, vous avez New Injection Token, c'est-à-dire la classe, le type de votre token, et là, c'est juste une description. Hein. Donc, un petit message descriptif. Ça n'affecte pas la logique. Et c'est comme ça, il faut l'utiliser tout simplement. D'accord. Donc, à vous de voir quand est-ce que vous en aurez besoin, si ça vous est utile ou pas. Et là, je ramène ce bout de code parce qu'on fait beaucoup d'interception de requêtes lorsqu'on fait du Angular, quand on branche notre client HTTP, on est amené à intercepter les requêtes et tout. Et généralement, ce bout de code, on l'écrit beaucoup. D'accord? Donc, c'est pour vous montrer que ce provide HTTP Interceptor, c'est le token sur lequel on se pointe.
et on décide alors de quel intercepteur de requête on veut utiliser. Donc, multi, c'est pour lui dire que plusieurs demandes peuvent faire sur le token. Si on n'a pas multi, on ne peut pas faire 2 demandes sur le token. Non. Le multi veut dire que je peux créer plusieurs instances différentes. Donc, ça vous amène au moins à comprendre comment ce token-là est créé, que vous aussi, vous pouvez le créer plus tard. Et pour finir, voilà, ça c'est mon bonus. Pour ceux qui créent les composants réutilisables, surtout pour les formulaires, parce que quand on a un formulaire, des champs input et tout ça, moi, je suis un paresseux, j'aime pas réinventer la roue. Donc, du coup, si je peux créer un composant presque générique par rapport au contexte, qui m'aide à piloter les formes contrôle et tout ça, il y a ce bout de code que vous allez voir souvent dans ces genres de composants. Et là, on se pointe sur le value accessor qui nous permet d'utiliser form control, les reactive form module et tout ça. Et ensuite, on écrit cette fonction forward ref et on se pointe sur la classe. Ceci, ce mot-clé, c'est pour dire j'essaie d'accéder à une classe qui est en cours de création. Parce que le décorateur component, il est en amont de la classe. Donc, à l'instant où je suis en train d'accéder à une dépendance qui est mon composant, il n'est pas encore créé. Donc, avec le forward ref, ça permet, lors de l'exécution de votre code Angular, de savoir que la classe sur laquelle je vais me pointer, c'est la classe qui viendra après. D'accord, donc ça, c'est un petit bonus que j'ai rajouté. Je vous remercie pour la présentation. Je suis allé très vite parce que je n'avais pas assez de temps, mais c'est normal, hein, c'est une conférence et tout. Donc, si vous voulez plus approfondir le sujet, il y a la doc d'Angular, il y a le blog angular.love, je pense, et il y a également mon blog angulardev.fr pour plus de contexte et d'informations. Je vous remercie. Thank you very much, Ezekiel Amen. So we'll give the floor for questions. Do we have questions here for those that are on site? Do we have questions? Okay, I'll assume the silence means there's no question yet. I think okay, the job is fine. Okay. Question finally. You have a question? Okay, let's go. Okay. Let's just wait a minute, please. We'll take a question on site first, okay? Can you just say? Okay. Salut Ezekiel, et merci pour ta présentation. Je veux juste comprendre si l'injection de dépendance en lui seul est capable d'affecter considérablement les performances d'une application Angular. Belle question. Des questions qui font trembler, qui donnent la sueur. Exactement. Bon, techniquement parlant, l'injection peut affecter les performances d'une application Angular. Pourquoi? Parce que lorsque tu te mets à réutiliser, à dupliquer plutôt du code dans ton projet, dans ton code, tu es en train de créer en mémoire tes instances inutiles de portions de code. Donc, au lieu, parce que quand tu mets l'ingestion en place dans un projet, même si ce n'est pas Angular et tout, tu vas sur un design pattern singleton. Donc, en gros, tu es en train de créer une instance une seule fois pour toute dans l'application. Donc, en Angular, côté front, on a souvent un problème. C'est la mémoire du navigateur. Parce qu'il n'y en a pas assez. Donc, plus tu bouffes la mémoire avec ton site, plus ton site est lent. Et le but, c'est de pouvoir atténuer ce risque-là. Donc, en injectant les services comme ça, parce que quand tu crées des objets, il y a ce qu'on appelle le garbage collector au niveau du navigateur qui pompe assez de mémoire. Donc, ça, il faut aller dans les profilers et regarder un peu ce qui se passe. Donc, avec l'injection de dépendance, tu évites ça et tu es sûr que lorsque tu quittes un composant, ton service, il peut être détruit. Tout simplement. Donc, ça agit sur les performances. Je pense que j'ai esquivé le piège. Thank you for that enlightenment. So we'll take a next question online. You get it. Est-il possible d'ajouter un service dans le tableau des exports du module comme sur NestJS? Oui. Si tu fais du ng module, tu peux rajouter ton tableau provider. Mais aujourd'hui, on est parti sur des applications standalone. Donc, le ng module, il est bypassé. Si tu veux importer un module, tu vas t'attendre dans le composant, dans la directive, directement. Mais c'est possible quand même. Great. I hope
the person that asked the question is satisfied. Next. Est-il possible d'éviter les dépendances circulaires avec le factory provider? Les dépendances circulaires, moi je dis que c'est la chaîne du développeur parce que lorsque tu commences à faire une dépendance circulaire, c'est-à-dire que tu appelles un service dans un service et tu le ramènes dans son service. Donc ça, c'est un problème, c'est ce qu'on appelle les skill issue là, en termes de développement. C'est un problème d'analyse, d'accord, et d'architecture. Donc le factory provider n'a pas pour but d'esquiver les dépendances circulaires. Non, lui, il a pour but carrément, au lieu de créer plusieurs services pour pouvoir faire une action, je peux le rendre dynamique en un seul endroit en réduisant le code au fait, en diminuant le boilerplate, comme on dit. Est-ce que c'est peut-être utilisé ADI en Angular comme sorte de store? Bon, ça, tu veux parler des services, je suppose. Déjà, moi, je déconseille d'utiliser un service pour stocker de la donnée. Parce que quand tu stockes de la donnée, ça dépend de ce que tu veux en faire. Le service n'a pas pour but de stocker de la donnée, mais a pour but de partager, d'accord, du code entre plusieurs composants. Donc, si tu veux faire du stockage de données, soit tu passes par NGINX ou Redux, d'accord, ou soit tu passes par du CouchDB ou IndexedDB directement sur le navigateur. Maintenant, si la donnée que tu veux partager, c'est vraiment une partie infime, c'est pas trop de data, alors là, tu peux passer par là. Mais généralement, moi, je déconseille d'utiliser ça. Peux-tu rapidement développer le concept IOC.Angular? En fait, IOC.Angular, c'est déjà built-in dans le framework. Et ça, c'est à travers l'injection de dépendance, au fait, qui est une partie. Donc, le but, c'est quoi? Le but, c'est de pouvoir créer des tokens, d'accord? Parce que dans l'IOC, on parle de l'inversion de contrôle. Au lieu que ça soit la classe qui contrôle ces objets, ce n'est pas elle. Ce sont les services, les dépendances. Donc, du coup, quand tu crées ton token et que tu as déjà tous tes providers, tes token providers, tout ce que tu as à faire, c'est de spécifier à travers use class ou existing factory quel est le service sur lequel tu veux te brancher. Donc, nativement, dans le framework, il existe déjà. Maintenant, c'est à toi, suivant le besoin, d'accord, de savoir comment le faire. Parce que le but, généralement, c'est d'éviter la répétition. D'accord. Donc, si tu as tes tokens qui sont déjà prêts, si demain, je décide peut-être de changer le service hôte, d'accord, par un autre service, au lieu de devoir créer ou bien modifier tout mon code source, tout ce que je fais, c'est je modifie juste le use class qui pointe sur le token de mon service hôte. Donc, c'est un peu ça le principe. C'est bon, il n'y a plus de questions? Ça, c'est le grand Yvonne, ça. Okay, that's a question. That's an appreciation. So we thank you very much. Thank you, right? The pleasure is mine. Okay. So we'll have our next speaker, and our speaker is coming. He's talking all the way from Berlin, Germany, and